la une ce soir, le coup de poing sur la table des marins pêcheurs. Ils ont bloqué tant sur terre que sur mer pour réclamer des dus anciens et la tenue des promesses suite au passage des ouragans Maria et Irma. L'archipel guadeloupéen a été pratiquement paralysé jusqu'à cet après-midi. Et les négociations qui étaient prévues à Basse-Terre à la mi-journée ont vite trouvé leur conclusion. Par crainte d'une nouvelle journée encore plus importante, nous reviendrons avec Karen Diamin et Anne-Elisabeth Artsen sur cette journée particulière. 370 000 tonnes de déchets, c'est notre production annuelle. Elle se stabilise, mais l'enfouissement de plus de la moitié de cette production demeure un problème majeur pour l'environnement de l'archipel. Un séminaire a analysé cette problématique ce matin à l'hôtel de région. Légende du gros cas, Femme Doubout Mansoso a quitté la ronde à 99 ans hier. Elle laisse derrière elle une mémoire enjouée et solide. ATV Guadeloupe lui rend hommage ce soir avec Marie-Hélène Lomouno, qui l'a très bien connue. Elle est notre invitée. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Des années qu'ils n'avaient pas montré les muscles, les marins-pêcheurs, exaspérés de voir que les promesses tardent à s'accomplir, avaient bloqué des lobes, les principaux axes routiers, de la Gabarre à l'Aboucan. Un reportage de Karen Diamin. Barrage filtrant, embouteillage. Pendant toute une partie de la journée, les marins-pêcheurs de Guadeloupe ont montré leur mécontentement en bloquant les principaux axes routiers. Pour se faire entendre, on est obligé de faire ça. C'est vraiment malheureux, mais c'est pour ça que je donne toutes mes excuses aux Guadeloupéens d'avoir bloqué la Guadeloupe en partie ce matin. Mais le problème, c'est comme ça que ça marche. C'est l'épreuve de force et puis voilà quoi. Réunion intersyndicale, le 19 octobre dernier, les marins-pêcheurs énonçaient 8 points de revendication. Le premier étant la structuration de la filière pêche. Pour un marin pêcheur, en 2020, fait la pêche, il est obligé de passer capitaine d'essai. Est-ce qu'ils ont pensé aux marins pêcheurs qui sortent de l'école, ni 25 ans, nous pouvons remettre à table l'école, puis à l'école, puis de peigner au capitaine d'essai. Ce n'est pas possible. Là, nous commandons quoi à la Martinique? La Martinique français, nous français, à la Martinique, ça, il y a fait, il y a ces bougons documents, et ces bougons, il y a fait la pêche tranquillement. Nous commandons ça, nous pas de problème pour le monde, nous commandons le port aussi, donc ils signent une convention avec nous, puis ils paient nous matériel, puis ils mettent des CP en la main par rapport à dragage là qui est fait en mer là. Nous commandons à appliquer ça, ils signent. Nous pas de problème, et pour le monde, ça, ni à peu près 6 ans, nous avons goumé pour chlordécone, ni 2 ans, nous au niveau à le port autonome, nous au niveau à certains bités que nous commandons l'État. Et ils n'ont pas qu'à appliquer. Ils ont qu'à dire nous, ok. Mais là, je dis, nous n'avons pas problème là ça. Si nous avons fait, nous avons dit peuple là, excusez-nous encore, à pas faute en nous, nous essayons d'attendre les gens pour ne pas parler avec nous. Mais 3 cyclones passés, mais tous les 3 cyclones n'ont pas passé en la mer. On s'allie pas ces cités. Ils ont déjà indemnisé les agriculteurs. Mais en la mer là, ni dégâts tout bonnement. Marin pêche pas ni pour matériel pour le travail. Nous restons qu'à attendre pendant un mois pour un monde pas venir voir nous. Le barrage a été levé en milieu d'après-midi, rétablissant en totalité la circulation. Mais bien avant, cette bataille s'était également jouée en mer. Très tôt dans la matinée, une trentaine de canots bloquaient le chenal de Pointe-à-Pitre, empêchant ainsi toute circulation de personnes, mais surtout de marchandises. Reportage Karen Diamin. À l'entrée du chenal de Pointe-à-Pitre, une flotte de bateaux de pêche attachés les uns aux autres. Objectif, perturber, voire empêcher le trafic maritime. Nous toujours dit ça, nous toujours dit que pêcher c'est l'eau, c'est la mer. Avant nous barrer à terre, il faut nous barrer par cela. Parce que Guadeloupe n'a qu'à vivre l'eau de cassoulet comme bif. Quand mais la preuve, nous pouvons filmer, yo là, yo garé là, yo lanké là, et yo pas rentré bon matin là. C'est un gros peuple pour là. C'est vrai, c'est l'économie en nous qui prend coup. C'est un gros peuple pour là. Mais pour nous pas regarder les pêcheurs qui ont misère. En comité là, nous arrivons à monter 290 dossiers de pertes, qui ont nous 7 millions de pertes matérielles nous perdons. Pour nous pas dire nous, qui nous aide nous. Alors moi, je dis, pour moi, pêcheurs nous laisse la misère. Nous laisse envers ça. Pour Harry, pêcheur depuis 37 ans, c'est l'inquiétude pour sa retraite qui l'a poussé à participer au mouvement.
Moi, pêcheur, j'ai souffert assez comme ça. On a le problème. Donc, nous avons des problèmes, par exemple, les anciens pêcheurs qui ont l'argent moins, ils ne peuvent pas passer en retraite parce qu'ils n'ont pas suffisamment de. C'est-à-dire, on permis spécial pour partir en retraite, le capitaine 200. Et c'est ça nous commandé que vous faites. Comme les acquisitions des acquis, c'est-à-dire comme Martinique, ils arrivent à bailler les pêcheurs et nous, ils ne pas arriver à Bonneuil. Ils ne pas arriver à faire pontage. Dans tout ça, nous avons payé des taxes. Nous faisons des stages et jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à faire stage pour les pêcheurs. Il n'y a pas qu'à faire stage pour les pêcheurs. Il faut que les pêcheurs, on entende les pêcheurs. Parce qu'il y a trop longtemps qu'on est dans l'ombre, on essaie de faire des petites trucs gentiment et calmement et il n'y a rien qui marche. Le barrage maritime a été levé en milieu d'après-midi, rétablissant la navigation du chenal de Pointe-à-Pitre. Et c'est à la mi-journée que les représentants des syndicats de pêcheurs se sont rendus à l'hôtel de région à Basse-Terre où une réunion était prévue avec le préfet et le président Harry Chalus. Ils ont obtenu 600 000 euros. Au total, ils auront obtenu comme aide la somme, près d'1 million d'euros pour les marins pêcheurs. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Ça peut débloquer. Et là, nous avons une réunion comité de pêche pour nous mettre la situation à mouvement là. 1 million d'euros, c'est notre chiffre du jour. C'est la somme que débloquera la région au profit de la filiale pêche. Nous avons une très belle réunion, je le dis. Je salue quand même la bonne tenue de cette réunion. Des pêcheurs que j'ai sentis aujourd'hui sont très mal. Nous avions, après l'ouragan, fait une proposition qu'en n'ayant aucun dossier de 400 000 euros. Suite à cette réunion aujourd'hui, je peux annoncer que nous allons rajouter 600 000 euros. C'est 1 million que nous allons verser aux pêcheurs parce que nous avons senti effectivement leur douleur. Du côté des services de l'État et du département, même engagement pris vis-à-vis de la profession afin d'accompagner au mieux nos marins pêcheurs. Je suis concerné par la pêche, c'est vrai, mais je ne peux pas, eu égard à la loi Notré, qui a bien séparé les choses, intervenir directement auprès des marins pêcheurs, individuellement auprès des marins pêcheurs. Par contre, il m'appartient de mettre en état les ports, c'est leur instrument aussi de travail. Donc l'engagement que j'ai pris, c'est de faire en sorte que très rapidement les ports soient, je dirais, opérationnels. La première chose, nous avons commencé à travailler sur le fonds de secours qui dépend du ministère des Outre-mer, mais je vais faire un certain nombre d'interventions pour débloquer des situations vis-à-vis de l'URSSAF ou de l'ENIM. Il y a des questions urgentes de reconstitution du potentiel de pêche, puisque de nombreux pêcheurs ont perdu leur matériel de pêche avec les cyclones, et ça c'est l'urgence. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les questions. Alors chacun, en fonction de ses compétences, je dirais, à sa feuille de route. En tant que représentant de l'État, j'ai la mienne et je vais m'y atteler dès cet après-midi. L'intersyndicale se dit satisfaite de cette mise en lumière de la profession et attend désormais la concrétisation de cette restructuration à venir. On fait remonter très rapidement des chiffres un petit peu plus fins, plus affinés pour qu'on puisse indemniser la pêche à vraiment, peut-être encore plus à hauteur vraiment de ce que nous avons peut-être perdu ou en tout cas qui se rapprocherait de ce que nous avons comme dette. Enfin, comme perte. Nous avons également des réunions de travail très rapides, notamment sur les questions du URSSAF et des NIM. Donc l'État s'en charge de façon à ce qu'on puisse vite épurer cette problématique. Et les arrêts sur des travaux sur le port de Baillargeon. Donc tout ne sera pas résolu aujourd'hui, mais en tout cas l'ensemble des acteurs ont été conscients de la problématique de la pêche. Mise en place de dispositifs tels qu'une consultation permanente, des groupes de travail ou encore des solutions pour faciliter la commercialisation. Autant de pistes évoquées lors de cette séance de travail et qui serviront de base pour le futur de la filière pêche. Autre colère qui sommeille en Guadeloupe, il pourrait bien s'agir d'une tentative de spoliation d'une partie de la population de Bemao. La société Sikoa, propriétaire de plusieurs résidences acquises pour un montant de 38 € le mètre carré, propose désormais à ses locataires d'en faire l'acquisition pour la somme de 150 € le mètre carré, soit une plus-value de plus de 185%. Face à ce bailleur malhonnête, un collectif s'est constitué. Alain Lascari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le représentant du collectif de la Jaille pour bien comprendre la situation. Il s'agit de 3 résidences. Est-ce que vous pouvez nous reconstituer les faits? Le 30 juin 2016, les locataires des résidences Minatrès Solitude, Toussaint Louverture et Ludelgrès recevaient un courrier de la prochaine vente de leur logement. Une nouvelle qui, a priori, devait être réjouissante aux premiers abords, mais qui ne l'a pas été. Qui n'a pas été pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous n'aurons pas le temps d'en discuter aujourd'hui, il faut des heures et des heures, mais aller à l'essentiel est très simple. Tout d'abord, il y a pas mal de pathologies, non seulement au niveau du foncier, mais aussi au niveau même des logements. Premièrement, nous ne savons pas à qui appartient le foncier.
Le Télécom nous dit que oui, nous avons vendu 60 hectares de terre à la Sicora, puisque en 2010, puisque avant 2010, nous l'avions quand même permis de l'avoir pour permettre un petit peu à nos employés de se loger. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le vrai problème de cette tentative de spoliation, qui pourrait s'avérer être un scandale, vient du prix surévalué du logement, une surévaluation à 185%, un prix qui avait été fixé en présence du directeur de la SICOA, mais aussi du président de région. Si c'est un problème de prix, ce serait quand même très facile à résoudre, mais il y a quand même quelque chose qui est très grave, madame. Les logements sont remplis d'amiante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le propriétaire qui le dit. Les logements sont remplis de ce qu'on appelle les termites. Et les logements aujourd'hui ont été construits sans permis de construire. Je vous donne un exemple simple. On demande aux bailleurs de nous permettre d'avoir le certificat de conformité. Ce certificat de conformité nous permettrait effectivement de regarder un petit peu ce qu'il y avait dans le permis de construire. Nous ne l'avons toujours pas. Plus grave, il y a un certificat un certificat de conformité qui sort le 14 mai 2017, alors que ces logements ont été construits en 86-89. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et enfin, la troisième chose qui nous paraît quand même fondamentale dans cette affaire, c'est que nous considérons qu'aujourd'hui, que le bailleur ne sait même pas effectivement d'où commence son terrain et d'où se termine le terrain. En tout cas, le terrain est en zone rouge, madame. Nous sommes à 304 logements, nous sommes en zone rouge. Alors, que dit la zone rouge? Tout simplement vous dit qu'on ne peut pas construire. Mais bien évidemment, comme nous sommes là depuis avant 1995, donc la loi Perben, eh bien on peut quand même remédier à la situation. Aujourd'hui, ce sont des logements irrémédiables, mais qui peut éventuellement, après discussion avec l'État, avec la commune, avec le bailleur, nous pouvons effectivement nous retrouver en ce qui concerne donc la remédiabilité. Alors, que veulent les locataires aujourd'hui? Le locataire veut acheter leur logement, mais il veut acheter le logement à un prix normal, vous l'avez dit, mais aussi qu'il faut que ce logement soit conforme. Que valent ces logements aujourd'hui? La société propose de les vendre à 150 € le mètre carré. Que valent-ils aujourd'hui? Est-ce qu'une étude a été faite pour évaluer justement la valeur de ce patrimoine? Absolument pas. Tous les textes de loi ont été carrément biaisés par le bailleur. Et c'est par exemple là qu'on lui demande de nous rencontrer pour pouvoir en discuter. Et depuis le mois d'avril, nous avons dû envoyer 5-6 courriers pour le bailleur par un huissier. Nous avons envoyé un courrier à monsieur le préfet, un courrier à l'ADEAL et à la commune. Eh bien aujourd'hui, lettre morte. Et c'est la raison pour laquelle, représentant les 164 locataires qui sont dans ce collectif, nous disons attention, nous n'allons pas attendre une semaine encore si on ne nous essaye pas un petit peu de discuter avec nous. En tout état de cause, nous disons clairement que nous avons ce qu'on appelle un DTG, un diagnostic technique global, qui est quand même une définition claire. On demande aux bailleurs d'apporter des solutions à l'ensemble des pathologies qui se trouvent dans ce diagnostic. Et enfin, nous allons déterminer le prix du logement. Aujourd'hui, je peux vous dire que le logement aujourd'hui où j'habite, c'est un logement qui n'a pas de prix. Au contraire, je me demande même s'il ne faudrait pas nous permettre... Qui n'a pas de prix ou qui ne vaut rien? Qui ne vaut rien. Je pense même qu'il faudrait nous indemniter pour partir. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas accepter... Est-ce qu'une démarche a été entreprise justement pour alerter le président de région, la maire de la ville? Absolument, madame. Depuis le mois d'avril. Et par lettre recommandée. Imaginez-vous, par le bailleur, nous avons fait le nécessaire chez le bailleur à travers un huissier. Quel retour? Jusqu'à maintenant, rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle je profite de dire à cette antenne qu'il faut faire très attention. Parce que nous, on n'attendra pas une semaine encore. Il peut y avoir pas mal de dégâts. Parce que depuis le mois d'avril, nous attendons, nous faisons les choses clairement, nous sommes très gentils, nous respectons les textes, nous respectons les lois. Nous considérons qu'aujourd'hui, l'affaire de la SICORA, c'est une affaire qu'on peut comparer à la SODEG. Alors par conséquent, spoliation et aussi vote,
qui n'est pas normal du tout, je dis qu'il faut faire très attention. Un exemple simple. Merci M. Lascari, le délai imparti malheureusement est arrivé à son terme. Merci d'avoir accepté, en tout cas de répondre à nos questions pour parler de ce problème qui vous concerne et qui concerne énormément de résidents à Baie-Mahault. Direction maintenant la Martinique, où la citoyenneté est enseignée à la prison de Ducos. Une demi-douzaine de détenus âgés de 16 à 25 ans a participé à la journée d'appel depuis 2013. Au total, 72 jeunes détenus ont rempli leur devoir civique depuis justement la prison. On regarde le reportage de Louis Sabas. Il y a des gens, par exemple l'État islamique, qui pensent que les femmes ça sert à rien, juste à porter. Il y a des femmes qui travaillent, on l'a vu avec les journalistes, on le voit avec la caporal-chef. Terrorisme, instabilité mondiale, enjeu de la défense nationale ou sécurité routière. Pour ces jeunes incarcérés, la journée défense et citoyenneté se passe comme pour d'autres hors des murs du centre pénitentiaire de Ducos. Ils écoutent, apprennent et échangent avec les instructeurs sur ces thèmes qu'ils ont rarement ou jamais abordés à l'extérieur. On a appris à quoi sert l'armée, qu'est-ce qu'il y a comme risque dans le monde maintenant, de ce monde instable, à savoir les terroristes, les hackers et puis le changement climatique. C'est bien de savoir d'autres choses de la vie. Les murs de la prison ne privent pas ces jeunes âgés de 16 à 25 ans de leur citoyenneté. En moyenne, 2 opérations de ce genre sont menées par les militaires qui les informent sur leurs droits, leurs devoirs et leur ouvrent des perspectives d'avenir. C'est peut-être une petite porte qui s'ouvre. Une petite porte qui s'ouvre peut-être pour une formation, un travail, un truc, je ne sais pas. Ça va servir, oui, c'est sûr. Comme je t'ai dit à taper le permis, sans ça, tu ne peux pas avoir ça. Ou un peu d'autres papiers, des trucs comme ça. Ils ont les mêmes droits en ce qui concerne le droit au retour en formation, le droit à l'information, le droit sur les prestations sociales et ainsi de suite. Ils ont les mêmes devoirs, les mêmes obligations légales, à savoir être recensés, avoir effectué sa JDC. Parce que si vous n'effectuez pas votre JDC, il y a un certain nombre de concours et d'examens soumis à l'autorité de l'État que vous ne pourrez pas passer. Le premier étant le permis de conduire. Donc notre démarche aujourd'hui est de venir à la rencontre de ces jeunes dans la difficulté et de leur permettre de préparer et de remplir cette démarche pour démarrer tout de suite leur reconversion à leur sortie. Tous sont volontaires, une démarche bien vue par l'administration. Leur situation pénale est très souvent réétudiée en commission d'application des peines en regardant de près leurs efforts de réinsertion. J'estime qu'un détenu qui est volontaire pour participer à ce type de journée est un détenu qui réellement fait œuvre d'une réelle volonté de réinsertion. Il souhaite se réintégrer dans la société, il souhaite reprendre à part entière sa place de citoyen. Je pense que c'est dans ces conditions-là, j'estime qu'on le prend plus en compte. Et moi, j'y suis sensible, en tout cas, lorsque je donne mon avis. Depuis les derniers accords cadres signés en 2013, ce sont 72 jeunes détenus qui ont effectué leur devoir civique. Mais organiser ces journées d'appel en milieu carcéral n'est pas simple. Certains d'entre eux n'ont pas fait à 16 ans le recensement militaire auprès de leur mairie. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. L'hommage à Mansoso avec notre deuxième invité qu'il a côtoyé de près au point de lui consacrer un ouvrage. Et puis la coopération judiciaire se met en place en Guyane avec le Brésil et le Suriname pour mieux gérer les affaires de crimes transfrontaliers. Nous le verrons. Mais avant, ce chiffre, 370 000, c'est le nombre de tonnes de déchets que nous produisons en Guadeloupe chaque année. Un chiffre qui se stabilise, mais l'enfouissement de plus de la moitié de cette production est un problème majeur pour l'environnement de l'archipel. Ce matin, l'Observatoire des déchets présentait lors d'un séminaire à l'hôtel de région à Basse-Terre les chiffres clés. On écoute à ce sujet Sylvie Gustave-Didufle, conseillère régionale, interrogée par Anne-Elisabeth Artsen. Concrètement, nous avançons sur les déchets, mais lentement, trop lentement, puisqu'aujourd'hui encore, nous sommes à 68% d'enfouissement de nos déchets, contre 32% valorisés. Nous travaillons et nous mettons en place un plan de gestion de déchets pour qu'on puisse arriver à 50% en 2030, 2040, qu'on puisse totalement inverser. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi de protection de la biodiversité et puis ça influe sur notre santé. Une nappe phréatique contaminée, eh bien ma foi, c'est aussi des problèmes pour notre santé. Donc nous avançons, 16 filières opérationnelles sur le recyclage, 121 000 tonnes de déchets traités, 914 emplois.
mais on peut faire beaucoup plus encore. On peut mettre en place des ressourceries, textiles, meubles et ma foi, créer de l'emploi tout en recyclant et en protégeant notre île. Et ce qui est intéressant par l'Observatoire des déchets, c'est que ça nous donne des chiffres et ça nous dit si nos actions politiques ont eu des effets, si notre action publique a eu des effets. Et aujourd'hui, on voit qu'il existe 9 déchetteries qui sont sous-utilisées par la population. Donc là aussi, je fais un appel aux citoyens. Il faut qu'ils fassent ce geste d'aller vers les déchetteries, d'aller vers les banques d'apport volontaires pour faire le tri sélectif. Figure incontournable du gros cas, Anne-Thaïs Bach, dite Monsosso, mère de Guy Conquête, est décédée hier à l'âge de 99 ans. Ceux qui l'ont connue de près ou de loin gardent d'elle une image de femme combative, une personnalité hors du commun. La suite avec Moïse Dexter et Patrick Curie. En France, à moi-même, en passé à Kamansoso, en fait. Et c'est là que je viens aimer tambour parce qu'en fait, tenir les tambours le vendredi, tenir tambour parce que tous les jours à Kamansoso. Pour moi, Monsosso, c'est une madame qui portait tout ça qu'un monde peut porter pour l'humanité. En fait, il portait sagesse, il portait inventivité, parce qu'à un moment aussi, il portait aussi le côté économique, parce qu'il fait vivre aussi, tambour permettre de vivre, et il portait aussi, quand on dit, transmission. L'homme une transmission dans ça été en tant que personne, pas garder tout savoir. Depuis quand j'étais jeune lycéen, à 16 ans, on a commencé à fréquenter Jabouin. On a commencé à fréquenter Guy Conquête, donc par rapport à Guy, garçon à Monsosso, on était venu ici dans pratiquement tous les soirs jouer en bas véranda là. Donc pour moi, Monsosso, c'est un monde résistant. C'est un monde qui fait quelque chose de là, nous là et nous fiers avant qu'ils tirent nous tiennent. C'est ça qu'on aime les jeunes routiennes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent comme ça et puis toujours à bien-être qu'on les gens là. Non, c'est des gens qui portent. Et c'est des gens qui prennent coup, c'est des gens qui gourmet, c'est des gens qui restent sans manger, mais ils n'ont pas jamais perdre, là ils ont sorti, ça ils ont été Vu que j'ai été élevée petite avec elle, du coup j'ai toujours connu l'organisation des Roses à Jabouin le vendredi et le samedi soir. Alors quand on était petite, elle ne voulait pas justement qu'on faisait la grillade, on faisait les préparations et quand c'était une certaine heure, on n'avait pas le droit de rester là. Donc on nous envoyait nous coucher et donc c'est quelqu'un qui était très à cœur de ce qu'elle faisait. Elle aimait organiser ses Roses, même quand elle était malade, on lui demandait. C'est quelqu'un qui tenait toujours à se déplacer pour aller faire honneur aux gens quand on l'invitait. C'est quelqu'un qui était très proche de son fils aussi, qui a aidé son fils beaucoup au niveau de la musique, qui la conseillait. Donc du coup en fait, la musique pour elle c'était sa vie en fait, c'était complètement sa vie et elle est morte, elle est née dans la musique, je pense qu'elle partira dans la musique. Elle l'a côtoyée de près au point de prendre sa plume pour décrire la femme exceptionnelle qu'elle était. Marie-Elena Lomouno, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je l'ai dit, vous étiez proche de Monsosso, vous la connaissiez très bien. Vous avez consacré un ouvrage, Monsosso, une histoire du gros cas en Guadeloupe au XXe siècle. C'est le titre de l'ouvrage. Femme debout, femme libre, qui ne s'embarrassait pas des convenances. En quoi était-elle différente des autres femmes? Alors vous savez, lorsque j'ai travaillé sur l'histoire de Monsosso, après avoir fait le récit, j'ai donc décidé de comparer l'histoire de Monsosso à l'histoire d'autres femmes que je connaissais. Et je me suis interrogée sur la condition paysanne au temps de Monsosso. Et je me suis rendu compte que justement pour ces femmes-là, le destin était tout tracé. Voilà, pas de scolarité, une fille qui sera de toute manière mère, qui sera de toute manière femme et qui sera de toute façon soumise à son mari, soumise au plaisir, au bonheur, au mal de son mari. Et bien, Monsosso, elle a pu transcender tout ça. Elle a pu passer outre ce destin, puisqu'elle a appris à signer son nom, elle a appris à lire l'heure, elle a appris à compter. En matière d'amour, elle avait, en matière de relations de couple, elle avait une exigence, c'était l'amour, ce qui était très différent. Normal, légitime. Ce qui était exceptionnel en son temps. Parce qu'en fait, c'était l'homme, on était les femmes étaient soumises à leur mari, elle ne l'était pas. Voilà.
Que l'on mesure bien la portée de son action, surtout pour les jeunes générations. Oui. Quel rôle a-t-elle joué dans l'histoire culturelle de la Guadeloupe? Alors, on va parler de l'histoire du Gouka et de toute façon, et l'histoire du lait rose en particulier. Et comme le Gouka est une pratique culturelle qui est très ancrée au niveau de notre territoire, donc nous pourrons dire qu'elle a effectivement joué un rôle important dans l'histoire culturelle. Moi, je la classe parmi les grandes transmettrices parce qu'elle a construit son fils et elle a construit aussi d'autres femmes. Le lieu d'Ijabrin, à Bemaou, dont parlait tout à l'heure l'artiste nankin, est un endroit mythique pour le Gouka, à tel point qu'il a donné son nom à un rythme, les roses Jabrin. Est-il, ce lieu-là, un laboratoire à ciel ouvert? Oui, c'est un laboratoire, puisque de toute façon, les gens qui venaient là étaient des artistes. Il y en a qui avaient conscience qu'ils étaient des artistes, il y en a qui n'en avaient pas conscience, qui faisaient, qui aimaient, mais ce sont des artistes, et à partir du moment où on est artiste, alors on prend ce que l'on a, on prend la matière, on la travaille, on innove, et puis il y a des choses qui ressortent. Et c'est comme ça que le lait rose de Jabouin a été créé. C'est comme ça. Comment a-t-elle réussi à faire sa place en tant que femme dans un monde aussi machiste? Parce qu'elle était chez elle. Voilà. Elle était chez elle. Déjà que du temps de Mansoso, faire vivre le Gouka, c'était une gageure. Ne serait-ce que pour les hommes même, parce que le Gouka n'était pas considéré, le Gouka ne faisait pas partie de la norme. Comment les a-t-elle influencés, ces hommes? Des normes établies. Elle n'a pas influencé les hommes. Les hommes sont venus avec elle, ils étaient complémentaires. Elle travaillait avec ces hommes-là, qui étaient donc ses collègues du jour, ses collègues à qui elle préparait des repas, à qui elle préparait des casse-croûtes. Et lorsqu'il y avait des roses, ce sont ces mêmes hommes qui venaient. Mais elle était chez elle. Elle était maîtresse des lieux. Elle était directrice de ces lieux. Voilà. Ce soir, j'ai envie de vous poser la question. Avez-vous le sentiment d'avoir une certaine filiation avec Mansoso? Ah, mais ce n'est pas une certaine filiation. C'est ma filiation, c'est notre filiation. C'est la filiation du groupe Femme Kika. Absolument. Sans le modèle Mansoso, je ne sais pas si nous serions là dans le Gouka aujourd'hui. Pour les jeunes femmes qui nous regardent ce soir, que faut-il retenir de cette femme? Il faut retenir que cette femme a su transmettre un héritage, tout simplement. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir, Marie-Hélène Lomuno. Direction maintenant la Guyane, où un colloque sur la coopération judiciaire entre la France, le Brésil, le Suriname est en train de se mettre en place avec l'Université de Guyane. Il s'agit d'une rencontre entre universitaires et praticiens du droit qui mène une vraie réflexion sur la question de l'essor des crimes transfrontaliers. Reportage est signé Pierre Tréfou. On regarde ensemble. Ce matin, l'Université de Guyane recevait les praticiens du droit pour un colloque autour de la question de la coopération judiciaire entre les trois territoires frontaliers, le Brésil, la France et le Suriname. C'est l'occasion pour le capitaine Philippe Joachim, officier de liaison à Brasilia, d'avoir un éclairage complémentaire sur son travail. La coopération se passe bien et le défi pour l'officier de liaison est avant tout de bien connaître le système brésilien, le système judiciaire et policier brésilien, de se faire connaître et de connaître les réalités locales. La France partage sa plus grande frontière avec le Brésil, avec qui elle partage une coopération historique. Aujourd'hui, il y a même des échanges universitaires qui sont mis en place entre les deux pays. Il faut avoir des procès plus rapides. Ça veut dire une coopération. Il a amélioré avec la présence d'un magistrat de liaison français à Brasilia. Il n'y a pas encore le contraire, ça veut dire un magistrat brésilien de liaison. Il y a un projet de loi sur ces sujets, mais qui n'existe pas encore à la loi brésilienne. Mais j'imagine qu'on va avoir, ils vont avoir un procès plus rapide, plus efficace. C'est un chemin. Ces journées permettent de renforcer la connaissance mutuelle entre les différents acteurs de la coopération pénale internationale. Elles s'inscrivent également dans le cadre de la consolidation de la politique d'entraide pénale entre le Brésil, le Suriname et la Guyane. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, la Guadeloupe a été placée ce soir en vigilance jaune pour fortes pluies et orages jusqu'à jeudi 26 octobre. L'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée Félix Proto des Abîmes de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et puis demain, votre quotidien France Antilles fera sa une sur le coup de force mené par les marins-pêcheurs qui ont obtenu près d'1 million d'euros d'aide. Voilà ce que nous vont dire pour le quotidien, la une du quotidien qui vous attend demain matin.
dans vos kiosques. Et enfin, c'est la fin de notre édition régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 23 octobre à la une. Ce soir, nous l'avons vu, la colère des marins-pêcheurs. Ils ont bloqué tant sur terre que sur mer pour réclamer des dus anciens. Il a tenu des promesses suite au passage des ouragans Maria et Irma. L'archipel guadeloupéen a été pratiquement paralysé jusqu'à cet après-midi. Les négociations qui étaient prévues à Basse-Terre à la mi-journée ont vite trouvé leur conclusion. Près d'1 million d'euros d'aide obtenue de la région et de l'État. Nous sommes revenus sur cette journée particulière. 370 000 tonnes de déchets, c'est notre production annuelle. Elle se stabilise, mais l'enfouissement de plus de la moitié de cette production demeure un problème majeur pour l'environnement de l'archipel. Un séminaire a analysé cette problématique ce matin à l'hôtel de région à Basse-Terre. Et puis l'hommage ce soir à Monsoso pour ATV Guadeloupe, légende du gros cas, Femme d'Ubud. Elle a quitté la ronde à 99 ans hier soir. Elle laisse derrière elle une mémoire enjouée et solide. Nous lui avons rendu hommage ce soir avec Marie-Hélène Lomuno, qui l'a très bien connue. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.